Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandy Ramskos, je suis directrice de Live and Thrive et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire pour ce qui est de l'utilisation des systèmes scolaires pour améliorer la nutrition des adolescents. Juste quelques rappels. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible après le séminaire. Le diaporama sera également communiqué après le webinaire. Si vous voulez vous présenter ou avoir des échanges, utilisez la boîte chat que vous trouvez encerclée en rouge en bas. Pour pouvoir poser vos questions, utilisez la fenêtre Q&R, questions-réponses, et vous pouvez taper les questions dans cette boîte et on va y répondre à la fin de la conférence. Une interprétation simultanée vers le français est disponible. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Interprétation que nous avons encerclé en rouge ici et vous pourrez choisir la traduction en français, l'interprétation en français. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Live and Thrive est une initiative mondiale de premier plan pour la nutrition des mères, des nourrissons, des jeunes enfants et des adolescents. Nous travaillons en Éthiopie depuis plusieurs années avec les partenaires de la recherche comme IFPRI et le gouvernement éthiopien. Nous apportons une assistance technique sur la programmation multisectorielle qui cible les groupes sus-mentionnés pour ce qui est de l'éducation, de la nutrition et autres. Nous allons nous concentrer sur la mise en œuvre en Éthiopie, mise en œuvre du programme d'utilisation des systèmes scolaires pour des interventions en nutrition à l'adresse des adolescents. Nous vous donnerons pourquoi nous avons choisi les résultats et principales conclusions ainsi que l'adaptation et l'élargissement. On aura une période prévue pour les questions et réponses. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons parmi nous Dr. Permina Manen, qui est chercheur senior à l'IFRI, qui va nous faire un aperçu de la raison pour laquelle nous avons testé cette recherche et comment cette recherche sur l'Éthiopie peut servir de base et s'étendre. Dr. Tina est conseiller pour Live and Thrive et Tina va nous donner le contexte et l'approche de Live and Thrive dans la conception de cette intervention. Tina est directeur associé en Éthiopie pour Live and Thrive et elle va nous présenter la mise en œuvre de cette recherche. Dr. Sanikam est chercheur à EFPRI. Elle était l'investigateur principal pour cette étude et va présenter les résultats de notre étude. Dr. Abdul Aziz Ali Oumar est le directeur pays de Live and Thrive en Éthiopie et il va nous indiquer les étapes à suivre pour élargir cette intervention en Éthiopie. Mais nous espérions avoir parmi nous Kiwad Darsene de l'Éthiopie et nous n'avons pas pu l'avoir parmi nous pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et Hiwat est le responsable du Bureau national de coordination de la nutrition au ministère éthiopien de la Santé. Hiwat a eu son bachelor de l'Université de Hawassa en santé publique et son master en sciences de l'Université de Gamda pour ce qui est de la nutrition appliquée. Elle compte plus de 16 ans d'expérience sur la santé publique et les politiques y afférentes à différents niveaux et elle était conseillère en genre au niveau de SNMPR au cours des 8 dernières années. Elle travaille au ministère de la Santé et elle va nous livrer quelques mots pour ce qui est de l'engagement de l'Éthiopie en matière d'une approche multisectorielle à la nutrition. Diana, vous avez la parole pour poursuivre, s'il vous plaît.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir aux participants des différents fuseaux horaires du monde entier. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de Madame Sandra, directrice d'Alive and Thrive, du Dr Tina, conseillère technique principale d'Alive and Thrive, du Dr Abdulaziz Ali, directeur national d'Alive and Thrive pour l'Éthiopie, et de nos collègues du ministère de la Santé et de tous les autres invités de marque. Tous les protocoles ont été respectés. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de participer à ce webinaire conçu pour partager les enseignements tirés de la recherche sur la mise en œuvre effectuée par Alive and Thrive pour les programmes d'amélioration de la nutrition des adolescentes dans les écoles d'Éthiopie. Comme nous le savons tous, la croissance et le développement des enfants et des adolescents, l'amélioration des résultats scolaires et de la créativité, une bonne immunité et la santé générale tout au long de la vie, dépendant tous de l'alimentation et de la nutrition. L'adolescence est une période particulièrement critique. C'est la deuxième fenêtre d'opportunité pour compenser les déficits de croissance survenus pendant la grossesse, la petite enfance et l'enfance. La nutrition des adolescents peut donc briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition. Dans le monde entier, le triple fardeau de la malnutrition, à savoir la dénutrition, les carences en micronutriments et la surnutrition ou obésité, a augmenté de manière alarmante. 149,2 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. 2 milliards d'adultes souffrent de carences en micronutriments. 2,2 milliards d'adultes sont en surpoids ou obèses et 571 millions de filles et des femmes sont anémiques. Mesdames et messieurs, au cours des 20 dernières années, l'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs dans la réduction de la dénutrition chez les enfants et les mères. Entre 2000 et 2019, la prévalence de la malnutrition chronique, retard de croissance, a baissé de 58% à 37%. Dans le même temps, la proportion d'enfants présentant une insuffisance pondérale est passée de 41% à 21%, et la proportion d'enfants souffrant d'émaciation a diminué de 12% à 7%. Parmi les femmes en âge de procréer, 8% étaient en surpoids ou obèses, 24% étaient anémiques et 22% étaient maigres. En outre, chez les adolescentes, 15 à 19 ans, les taux de maigreur étaient de 29%, les taux de retard de croissance de 15% et les taux d'obésité de 11,3% respectivement. Plus de 58% des adolescents se marient avant l'âge de 18 ans, ce qui augmente le risque de résultats défavorables de la grossesse et de l'accouchement et aggrave le cycle de malnutrition en Éthiopie. Mesdames et messieurs, le gouvernement éthiopien s'est engagé à mettre fin à toutes les formes de malnutrition en faisant de la bonne nutrition une priorité politique. À l'appui de cet objectif, le gouvernement éthiopien a élaboré et mis en œuvre divers documents de politique relatifs à l'alimentation et la nutrition, notamment la politique et stratégie alimentaire et nutritionnelle, les feuilles de route de la déclaration de la Sécota, la directive sur la nutrition des adolescents, des mères, des nourrissons et des jeunes enfants, le guide de mise en œuvre de la nutrition des adolescents, la feuille de route des systèmes alimentaires en Éthiopie, ainsi que d'autres stratégies et programmes sensibles à la nutrition, pour ne citer que cela. Le plan stratégique de développement décennal du gouvernement a mis en priorité la réduction du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans à 13% d'ici 2030. Mesdames et messieurs, l'amélioration de l'état nutritionnel des adolescentes, des mères et des enfants est le fruit d'un engagement national fort, impliquant et collaborant avec de multiples secteurs. Des plateformes de coordination en matière d'alimentation et de nutrition ont été créées et fonctionnent au niveau national et régional, réunissant les secteurs chargés de la mise en œuvre de la stratégie pour l'alimentation et la nutrition, les agences des Nations Unies, les donateurs, les organisations de la société civile, le secteur privé et le monde universitaire. Ces plateformes sont essentielles pour coordonner efficacement tous les acteurs concernés afin de mettre en œuvre les politiques, stratégies, programmes et projets nationaux en matière d'alimentation et de nutrition à tous les niveaux.
Les partenaires du développement dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition font partie des acteurs clés qui contribuent d'une manière significative à notre noble cause, à savoir la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Le gouvernement éthiopien et le secteur de la santé expriment leur gratitude à ces partenaires pour leur aide constante dans la mise en œuvre de la stratégie pour l'alimentation et la nutrition. L'un des objectifs stratégiques de la stratégie pour l'alimentation et la nutrition est la production et l'utilisation des données probantes, est un engagement énergique du gouvernement et de ses partenaires de développement dans la production de données actualisées sur l'alimentation et la nutrition est nécessaire pour garantir une prise de décision fondée sur des preuves. J'espère que la diffusion aujourd'hui par le projet FHI 360 Alive and Thrive de la recherche sur l'amélioration des pratiques alimentaires des adolescentes en Éthiopie servira d'exemple de la manière dont la collaboration entre le gouvernement et ses partenaires peut aboutir aux résultats souhaités, à savoir l'amélioration de l'état nutritionnel des adolescentes et des mères dans les communautés et le renforcement des systèmes de santé publique et de prestation des services de nutrition dans le secteur de la santé. Enfin, je voudrais en terminant exprimer ma gratitude à Alive and Thrive et à son donateur, la Fondation Bill & Melinda Gates, pour leur contribution significative à la nutrition des mères et des adolescentes, ainsi que pour leur soutien général au renforcement des systèmes alimentaires et nutritionnels. Investissons dans la nutrition pour le développement national. Je vous remercie. L'on aurait vraiment souhaité avoir donc notre invité parmi nous et sa voix que nous avons eue aujourd'hui pour nous parler de l'engagement de l'Éthiopie pour ce qui est de la nutrition des adolescentes et également de l'engagement du gouvernement et de ses partenaires. Maintenant, je voudrais vous présenter Purnima Nanet qui a mené une recherche pour l'élargissement des programmes de nutrition maternelle et adolescente avec donc un programme de changement comportemental en matière de nutrition et je crois qu'elle a eu beaucoup de publications. Elle va nous parler donc de comment atteindre les adolescentes et les jeunes femmes avec des interventions efficaces. Purnima, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sandy. C'est un immense plaisir d'être avec vous pour essayer de faire le lien entre le travail effectué de recherche et les interventions et résultats qu'on a obtenus. Et avant d'aller plus loin, je veux vous faire un instant T du genre de choses que nous avons passées en revue avant notre publication en novembre 2021, mais je suis sûre que cela campera le décor avec des éléments factuels émanant des résultats que nous avons eus à partir de la recherche menée sur les projets Alive and Thrive en Éthiopie. Et nous avons fait une revue de la littérature. Je vous présente mes excuses pour avoir juste indiqué en bas ici les différents partenaires. George, que nous avons perdu le mois dernier, a dirigé beaucoup donc de travaux et nous avons profité de son inspiration et sa mission doit être poursuivie. Et je voudrais saluer sa participation. Dans le troisième document de la série, nous avons eu plusieurs co-auteurs à travers le monde, de l'Inde et de la Chine en particulier, dans les séries, programmes et politiques. Et j'étais l'un de ces co-auteurs lead. Après cette introduction, donc, diapositive suivante. Le premier document de la série qui a été présenté revient sur l'importance de la nutrition dans le contexte des adolescentes. Et là, dans cette diapositive, vous avez un résumé de toute la recherche qui a été faite et qui donc reflète ce qu'on a trouvé dans la littérature pour ce qui est de la vie des adolescentes où chaque système au moment de l'adolescence change, qu'il s'agisse de changements physiques, mentaux et autres. Et
c'est un point important que d'indiquer l'importance de la nutrition qui vient appuyer la croissance rapide et le développement physiologique et autres des adolescents. Le deuxième document de cette série se concentre sur le régime alimentaire des adolescentes, les choix alimentaires des adolescentes, dans le cadre non seulement de l'intervention, mais également des résultats de la recherche. Et on y retrouve des éléments comme quoi, tout d'abord, les aliments nutritionnels ne sont pas suffisants en accès et il a été mis en exergue la manière dont les adolescents étaient affectés par la commercialisation et la prépondérance d'aliments pas toujours nutritifs. Et une de ces choses que ce document a pu eu à faire, c'était montrer comme les différents aspects de l'autonomie, de l'agencement alimentaire et comment les différents éléments s'articulent pour montrer quel est l'accès des adolescents aux différents aliments. Et l'intervention a permis d'avoir des informations là-dessus. Diapositive. Le dernier document de cette série se concentre sur l'intervention ou les interventions. Après une revue extensive des actions et de la littérature, on a identifié 3 domaines qui doivent de concentration. D'abord, il faudrait qu'on se concentre sur toutes les formes de malnutrition. Et c'est là que l'aperçu sur les régimes alimentaires est important. Deuxième action nécessaire, c'est au niveau de l'amélioration de l'environnement nutritionnel et alimentaire. Et également, il y a eu une étude, des résultats dans l'étude qui ont montré des efforts dans ce sens. Et il y a une interaction entre l'environnement nutrition et le choix d'alimentation. Diapositive suivante. Une de ces choses que nous voudrions mettre en exergue à la fin de la présentation des séries, c'est l'importance qu'il y a à investir dans la nutrition des adolescents parce que c'est à une époque de la vie où la transition en matière de nutrition est très importante, comme cela se prouve à l'échelle du monde. Ce doit être l'occasion d'offrir à la nouvelle génération et à celle qui vient l'alimentation la plus appropriée. Il y a eu quelques interventions qui ont été développées que nous avons mises en exergue dans la série. Et une de ces choses sur lesquelles nous avons insisté, c'est la nécessité de générer des éléments factuels et l'utilisation des plateformes appropriées qui permettent d'atteindre le maximum d'adolescents à travers le monde. On voudrait donc que les interventions dans leur conception ainsi que les chercheurs et autres tiennent compte de ces facteurs et qu'il y ait donc un appui aux individus pour les assister dans leur choix alimentaire. Et c'est une opportunité pour ces groupes vulnérables d'améliorer la situation. Dernière diapositive pour moi. Nous avons vu un succès considérable en matière de changement climatique ou tout au moins l'engagement des jeunes dans ce combat. Et il faudrait qu'on s'en inspire pour ce qui est de l'alimentation et de la nutrition, qu'on pourrait donc mettre de pair avec le changement climatique. Il y a plusieurs types d'interventions qui pourraient être menées pour engager les jeunes à la formation du profil de leur avenir en matière d'alimentation et de nutrition, parce qu'ils ont des possibilités que les adultes n'ont pas. Sur ce, je repasse la parole à Sandy. Comme je l'ai dit, la série de documents est donc disponible et c'est avec plaisir que j'entendrai la suite sur les interventions. Merci de nous avoir donné l'occasion de partager avec vous. Merci beaucoup, Purnima.
C'était une occasion très intéressante et l'importance que vous avez signalée de l'engagement des jeunes. Il faudrait qu'on maintienne l'intérêt là-dessus au fur et à mesure qu'on va donc intervenir. Nous allons maintenant passer la parole à Dr. Tiner, qui est conseiller senior à Live Thrive en matière de nutrition. Des adolescents. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Voici les délais du programme de notre projet. Nous avons commencé en 2017 avec une analyse de la situation, une année après l'émission des directives nationales du gouvernement éthiopien. Cela a été suivi par différentes étapes et formations pour identifier les priorités, les plateformes à travers lesquelles nous allions travailler, les barrières ou les facilitateurs des comportements prioritaires sur lesquels nous voulions nous concentrer et quels étaient les facteurs qui tiraient ces comportements. Il a fallu un travail préalable, donc. Après cela, nous sommes passés à une évaluation et aujourd'hui, on est au beau milieu du renforcement du soutien. Et donc, je vais passer par la première partie donc, de la conception avant de passer la parole à notre collègue de l'Éthiopie pour nous parler de la mise en œuvre et de la conception opérationnelle qui était essentielle pour le succès de ce programme. Ensuite, nous entendrons Ifri nous parler des résultats et notre équipe avec le directeur pour l'Éthiopie va nous parler du renforcement de l'élargissement de ce programme et également les actions menées par le gouvernement éthiopien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'objectif était d'identifier et de combler les lacunes en matière de connaissances sur la mise en œuvre de la nutrition des adolescentes. Il fallait surtout se concentrer sur comment atteindre ces adolescents, quelles étaient les voies et moyens d'apporter les changements qui étaient nécessaires de façon urgente. Il fallait également développer et tester la faisabilité des interventions sur la nutrition à partir des différentes plateformes. On s'est concentré sur les plus jeunes. Il s'agissait de couvrir les adolescents de 10 à 14 ans seulement parce qu'on ne pouvait pas couvrir tout le monde, parce que c'est là qu'il y avait les lacunes les plus importantes qui s'accéléraient et c'était un groupe facile à atteindre parce qu'en Éthiopie, la plupart des filles sont à l'école primaire. Il est plus facile donc et plus rapide d'élargir notre action. Et c'est l'âge où les changements de comportement sont beaucoup plus facilement réalisables pour ce qui est de ce qu'on leur apprend à changer dans leur comportement. Et dans la diapositive suivante, on voit une autre raison de se concentrer sur la nutrition dans les écoles primaires, c'est parce que cela a été prévu dans les programmes scolaires du gouvernement et on voulait s'appuyer là-dessus pour accélérer le processus parce que les écoles devaient être des acteurs fondamentaux. On avait constaté donc des lacunes au début, comme sur la colonne à gauche, il y avait 3 priorités ou 3 comportements prioritaires qui avaient été dégagés sur la base des données et des besoins. 27% des filles seulement pouvaient bénéficier d'une diversité alimentaire minimale et 3,6 groupes d'aliments étaient disponibles à la maison. Mais plus de 61% ont déclaré avoir consommé des aliments malsains au cours des 24 heures. Les preuves étaient là pour ce qui est de l'impact sur la nutrition et la santé de ces comportements. La preuve était administrée que si l'on pouvait changer ces comportements, on aurait un impact. Et encore une fois, il avait été indiqué que l'on pouvait corriger ces lacunes malgré les barrières, même si ce n'était pas facile, parce que cela restait encore facile dans le contexte existant. Diapositive suivante. Ici, vous avez un exemple de la manière dont on s'est
concentré sur donc la justification du contenu des interventions. Ce qu'on savait de ces trois comportements prioritaires, c'était qu'il fallait voir quels étaient les éléments facilitateurs ou les obstacles. Voici des exemples: analyse multivariable, nous donner des données sur la variété des éléments disponibles à domicile, qui devait être un facteur très important sur lequel il fallait intervenir. La sécurité alimentaire des ménages était importante parce que cela avait un effet sur le comportement. Et notre revue, donc, sur la documentation, nous avons montré qu'il fallait des influences socio-écologiques multiples. Il ne s'agissait pas de se concentrer sur les adolescentes seulement, mais également s'adresser aux personnes influentes de l'environnement si nous voulions avoir des changements pour que les filles, les adolescentes puissent appliquer ce qu'on leur apprenait. Mais cela n'allait pas suffire. Il restait à savoir comment donc intervenir au niveau de ces facilitateurs et obstacles. Et il y avait 4 facteurs qu'il fallait sécuriser. D'abord, les connaissances, les convictions, les normes sociales et l'auto-efficacité, la confiance dans ses capacités à accéder à des aliments. Et il y avait donc l'identification des personnes influentes, et je laisserai mon collègue de l'Éthiopie qui va nous parler donc des étapes suivantes et des leçons tirées, des enseignements tirés. Temrat, vous avez la parole. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier. Nous avons mis notre programme dans 2 régions sociopolitiquement différentes. Donc, la région agraire et la région pastorale de l'Éthiopie. Donc, la sélection des régions avait été faite en consultation avec le ministre fédéral de l'Éducation. Voici les 3 comportements essentiels qui avaient été sélectionnés à partir des lacunes identifiées, ainsi que les conséquences en matière nutritionnelle. Les comportements sur lesquels nous nous concentrions étaient la diversité, la fréquence, la réduction de consommation d'aliments malsains pour ce qui était du programme d'éducation nutritionnelle. Là, nous avons les 4 messages que nous avons promus pendant le programme. D'abord, il y avait un lien avec les 3 comportements essentiels. D'abord, autour les éléments que vous avez sur ces diapositives sont ceux sur lesquels nous nous sommes concentrés pour l'essentiel. Pour concevoir le programme, nous avons utilisé différentes approches et plus particulièrement, des détails opérationnels ont été élaborés dans le cadre d'un processus participatif de conception conjointe impliquant des responsables de la santé scolaire, des acteurs clés de la communauté, des parents et des adolescents. L'objectif de la conception était d'identifier les rôles et responsabilités des acteurs qui étaient essentiels pour les 3 plateformes que nous avions choisies. Et ensuite, nous avons pu identifier les besoins en renforcement de capacité et information. De manière générale, il s'agissait donc de permettre à tous les adolescents scolarisés d'être exposés de manière répétée à ces messages clés. Donc, la plateforme éducation était identifiée comme une plateforme d'exécution. Et c'est ainsi qu'on a identifié des points de contact dont le premier était les discussions dans les classes,
au moment des cours de sciences. Et il y avait prévu des questions-réponses sur la question de la nutrition des adolescentes. Et après les discussions, les adolescentes devaient donc être encouragées à poursuivre la discussion avec leurs parents, mais également avec leurs amis. Et on avait trouvé qu'il y avait donc des cérémonies autour des drapeaux. Tous les matins, les enfants venaient lever les drapeaux et c'était le point de contact qui avait été choisi. La cérémonie de euh, drapeau quotidienne était donc une cérémonie pendant laquelle les gens discutaient du problème. Il y avait un processus de co-conception. Il y a eu un groupe de mentorat sous la supervision des enseignants et des élèves. Les pères et les enseignants se mettaient ensemble. Il y a, avec 5 ou 6 adolescentes pour parler de leur nutrition. Et cette interaction était une séance d'échange en groupe. Cela leur permet de parler des réalisations, les défis, etc. Il y avait aussi des clubs d'étudiants au niveau des écoles. Les écoles choisissaient les étudiants pour faire partie de ces clubs. Il y avait aussi la mesure de l'IMC et les séances de conseil. C'était une intervention qui était intégrée aux activités régulières de l'école. Il faisait donc des mesures de l'IMC et interpréter les résultats. La dernière intervention était des réunions avec les parents. Il y a des réunions de parents d'élèves qui sont organisées régulièrement, au cours desquelles les enseignants et les professeurs échangent avec les parents sur la performance des enfants. Et ils ont essayé d'intégrer la nutrition des adolescents dans cet échange avec les parents. Il y a d'autres renforcements des contacts. On donnait des messages aux adolescents à remettre aux parents. Il y avait aussi les contacts de l'extension de la santé, la prestation de services intégrés lors des visites en établissement et à domicile. Il y avait des contacts communautaires et d'autres contacts scolaires. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a eu donc, nous avons utilisé des matériaux de communication pour impliquer les parents et les membres de la communauté ainsi que les adolescents. Tout cela a été fait en fonction de retours d'informations que nous avons reçus de tous ces groupes. Prochaine diapo. Pour le renforcement du système, nous avons élaboré un protocole pour chaque groupe d'acteurs sur la nutrition des adolescentes. Ces protocoles ont été élaborés. Nous avons également continué les formations pour les enseignants. Nous avons également renforcé les capacités d'utilisation des données sous la supervision de soutien avec un suivi régulier des interventions ainsi qu'avec une évaluation à mi-parcours. Pendant la supervision de soutien, nous avons eu des échanges avec les superviseurs, les adolescentes et les parents. On leur a posé des questions sur l'utilisation
des données par rapport aux points de contact, des matériaux, etc. Et nous avons comparé ces données avec les adolescentes pour pouvoir identifier les problèmes à combler. Ainsi, nous avons fait les réajustements nécessaires. Nous faisons donc un suivi régulier pour renforcer le système. Nous avons fait cette évaluation à mi-parcours pour suivre l'avancement de toutes ces activités et pour faire des réajustements aux besoins. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons été très souples pour identifier et traiter les lacunes récurrentes afin de modifier la programmation en réponse à l'évolution de l'environnement dans les écoles. Nous avons également identifié des ajustements appropriés en réponse aux perturbations dans les écoles liées au COVID. Et tout cela nous a obligés à impliquer plus d'enseignants dans des programmes de renforcement des capacités. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les enseignements retenus des programmes. Les écoles auront besoin de renforcement continu de leurs capacités. Les documents sur le changement social et comportemental devront être brefs et spécifiques. Les programmes devront être modifiés et adaptés en permanence pour être sûr que tout le monde utilise les différents matériaux que nous distribuons. Les enseignants sont des exécutants efficaces et ont accueilli favorablement le nouveau matériel. Et comme je l'ai dit tantôt, les programmes seront modifiés et adaptés en permanence. La programmation nécessitera des modifications, des adaptations continues. Voilà, c'est tout ce que nous avons de notre côté. Je vous remercie. Merci. Merci Tamaret. Bonjour et bon après-midi. Je vais vous parler des résultats de l'étude sur la faisabilité et l'impact des interventions éducatives en milieu scolaire sur l'alimentation des adolescentes en Éthiopie. Je fais cette présentation au nom de notre équipe de recherche à l'IFPRI ainsi qu'au niveau du département de la santé publique en Éthiopie. Pour notre étude, nous avons posé deux questions. Est-il possible d'intégrer les interventions de nutrition des adolescentes dans les plateformes scolaires? Deuxièmement, quels sont les impacts des interventions sur l'alimentation des adolescentes? Prochaine diapo. Par rapport aux preuves des interventions, il y a donc l'efficacité matérielle, supervision, la connaissance du personnel scolaire en matière de nutrition et l'exposition aux interventions. Pour répondre à la question sur l'efficacité, nous avons eu des résultats sur les impacts de la diversité alimentaire, la fréquence des repas et la consommation d'aliments malsains par les adolescentes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Tamirat a déjà parlé de cette diapo. Je vais passer rapidement. Il y avait 6 plateformes basées sur l'école pendant lesquelles les messages étaient partagés pendant les cérémonies de remise de drapeaux, les cours sur la nutrition en classe, club d'étudiants sur la nutrition pour les filles, le mentorat par les pairs sur la nutrition, la mesure de l'indice de masse corporelle, accompagné de conseils et réunions de parents. Il y a 4 éléments. Il y a la diversité alimentaire, la fréquence des repas, le choix d'aliments sains et le poids corporel. Il s'agit de maintenir un poids sain. Prochaine diapo. Vous avez aussi vu le calendrier de l'étude montré par Tina.
Enfin, 2020, nous avons organisé une enquête initiale et en mars 2020, le premier cas de COVID-19 a été décelé en Éthiopie et le gouvernement a déclaré un état d'urgence et a fermé toutes les écoles pour le reste de l'année scolaire. Le programme de la nutrition des adolescentes a été arrêté pendant 7 mois, mais pendant cette période, nous avons organisé beaucoup de réunions de planification. Les cours avaient repris après et nous avons commencé à former les écoles, le personnel des écoles et après 4 mois, nous avons organisé une enquête complète. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons élaboré, nous avons conçu donc cette enquête. Nous avons impliqué les écoles primaires dans 2 régions, SNPR et Somalie. Ces régions présentaient beaucoup de défis pour notre travail. Nous avons travaillé avec le gouvernement de l'Éthiopie pour impliquer plusieurs contextes. 54 écoles primaires dans les 2 régions ont été choisies de façon aléatoire et dans les écoles témoins, il n'y avait pas d'activité liée à la nutrition en dehors du cours standard sur la santé et la nutrition. En 2019, nous avons organisé une enquête de base pour impliquer 1/3 de l'échantillon dans toutes les grappes et les données de base ont été utilisées pour comprendre l'équilibre et nous nous sommes focalisés pour inclure les interventions. En 2021, nous avons organisé une enquête en fin de l'enquête auprès des ménages et des écoles avec un certain nombre d'adolescentes âgées de 10 à 14 ans, ainsi que leurs parents, avec les directeurs d'établissement et les enseignants en sciences qui devaient organiser les interventions. Nous avons également organisé des évaluations auprès des ménages et des écoles. Nous avons utilisé toutes les données en fin d'enquête pour comprendre l'impact sur les élèves. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour les estimations de l'impact, nous avons utilisé une spécification de l'intention de traiter. Nous avons analysé les résultats en fonction de l'âge, de l'insécurité alimentaire des ménages, de la richesse et de la région. Nous avons vérifié la robustesse à l'aide de la méthode de la différence sur les indicateurs de résultats disponibles à la fois au départ et à l'arrivée. Nous avons également analysé la plausibilité en examinant les résultats des différentes voies d'impact du programme à partir de la prestation de services à l'exposition et aux déterminants comportementaux. La diapo suivante. Maintenant, pour les résultats de l'intégration des interventions sur la nutrition, diapo suivante. Comme attendu, la plupart des directeurs et des enseignants des écoles d'intervention, y compris les directeurs et les enseignants, ont reçu une formation sur la nutrition des adolescentes, le plus souvent au cours des 3 mois ayant précédé l'enquête. Personne parmi les enseignants dans les écoles témoins n'avait reçu des formations sur la nutrition. La diapo suivante. Nous avons vu que pratiquement dans toutes les écoles d'intervention, ils avaient des affiches Alive with Thrive avec les messages clés et les écoles d'intervention
ont également tenu des dossiers relatifs à la nutrition observée dans les écoles participant à l'intervention. Il y avait quelques différences entre les écoles d'intervention et les écoles témoins. Diapo suivante. Dans le secteur d'éducation, la supervision était routinière et nous n'avons pas observé de différence dans la fréquence des supervisions. Mais plus de personnel scolaire dans les écoles participant à l'intervention a été supervisé sur les activités de nutrition. Tout cela a été fait par les responsables du district. À droite, beaucoup de enseignants ont dit que les interventions ont eu un impact sur la nutrition. Le programme de nutrition a intégré les listes de vérification pour pouvoir suivre l'impact de ces interventions sur la nutrition des adolescentes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Comme démontré ici, le personnel avait une bonne connaissance de la nutrition, surtout par rapport aux aliments riches en nutriments et aussi par rapport aux différents groupes alimentaires. Ce diagramme vous montre les 14 groupes alimentaires. Nous avons observé une meilleure connaissance en matière de nutrition dans les écoles participant à l'intervention. La diapo suivante. Parmi les résultats, nous avons observé une forte exposition aux interventions signalées par les adolescentes et les parents au cours des 3 derniers mois. Les parents avaient l'habitude de participer aux réunions de parents d'élèves pendant lesquelles la nutrition de leurs filles avait été débattue. Donc, les parents devaient être informés par leurs enfants de la nutrition. À droite, vous voyez que 95% des filles dans les écoles d'intervention ont été exposées à au moins une intervention. La diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, quels sont les impacts des interventions sur le régime alimentaire des adolescentes? Ici, je vous présente quelques caractéristiques de l'échantillon. Encore une fois, l'enquête de base couvrait un petit échantillon. La diversité alimentaire était faible. 60% des adolescentes avaient mangé le fast-food au cours de 24 heures avant l'enquête. Nous avons fait une analyse pour vérifier les différences dans les résultats. Nous avons observé le fait que nos résultats tenaient bon. Pour la diversité alimentaire, nous avons vu un fort impact de l'intervention de 1,3 groupe d'aliments et 5,4 fois plus de chances de MDD. Ici, dans ce diagramme, nous vous montrons que 67% des adolescentes dans les écoles à intervention ont consommé au moins 5 groupes alimentaires pendant les 24 dernières heures et avaient 5 fois plus de chances de réaliser la diversité alimentaire comparée aux écoles témoins. Ils pouvaient aussi consommer davantage de groupes alimentaires, comme démontré dans cette diapo, tels que les noix et les œufs, etc. Dans les écoles à intervention, il y avait une forte fréquence des repas
La fréquence des repas a augmenté de 0,8 fois de repas ou collations sur 6 fois chez les adolescentes. En dehors des repas classiques, déjeuner, dîner, il y a eu des collations également chez les adolescentes. Pour la consommation des aliments malsains chez les adolescents, il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur la consommation globale. Nous avons néanmoins observé que les filles dans les écoles à intervention avaient moins de chances de consommer d'autres sucreries comparées aux écoles témoins. En conclusion, je vous dirais que notre étude a démontré la faisabilité de la mise en œuvre d'interventions d'éducation nutritionnelle par le biais de plateformes scolaires, même pendant une période relativement courte de 4 mois ou un semestre d'école. Le renforcement des messages sur la consommation d'aliments diversifiés et sur le fait de manger plus souvent a entraîné des changements de comportement liés à la diversité alimentaire et à la fréquence des repas. Cependant, le fait d'informer les adolescents sur la nécessité d'éviter la malbouffe sans tenir compte de leur environnement n'a pas permis de réduire la consommation d'aliments malsains. Donc, l'influence des environnements alimentaires extérieurs, du contrôle et de l'interaction des parents et des déterminants comportementaux. Il y a un examen des facteurs associés au comportement alimentaire des adolescentes parce que l'école a la maison plutôt a une forte influence sur les habitudes alimentaires des adolescentes. Davantage de preuves sur le choix des adolescentes sont nécessaires, comme a été présenté par Purnima au début de la séance. La diapo suivante, s'il vous plaît. Enfin, je voudrais remercier tous les participants et le personnel qui ont été impliqués dans l'étude, notre équipe d'IFPRI et notre équipe à Addis Ababa, ainsi que le docteur de South Carolina et les membres de Alive and Thrive, ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates pour le financement. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Omar. Je vais essayer de résumer le processus d'adaptation et l'élargissement des interventions pour vous donner un peu d'historique de notre travail. Quand nous avons démarré notre programme en 2019, on avait quelques objectifs. Notre premier objectif était de faire de la recherche sur la mise en œuvre des interventions dans le domaine de la nutrition. Deuxièmement, il faut adapter et mettre à échelle ces interventions dans d'autres régions. Et le troisième objectif de notre mise en œuvre était de garantir la pérennisation avec le gouvernement. Pour réaliser ces objectifs, Alive et Thrive a divisé les interventions en 3 phases. La première phase concernait la recherche sur la mise en œuvre entre 2019 et 2021. La deuxième phase concernait l'adaptation initiale et l'élargissement qui a été dirigé par Alive and Thrive entre 2021 et 2022. Et la troisième phase, qui est la phase actuelle, concernait l'élargissement sous l'égide du gouvernement entre 2022 et 2023. Voilà les différents comportements des 3 phases. La première phase concernait la mise en œuvre. C'était donc une phase de la mise en œuvre complète. Cela a été fait
par l'école, au niveau des écoles, avec des partenaires de mise en œuvre locaux. Alive and Thrive a, a offert l'assistance technique aux partenaires de mise en œuvre ainsi qu'aux équipes techniques du gouvernement. Pendant cette phase, Alive and Thrive a vérifié la qualité des données collectées. Ils ont suivi et analysé les données. On a fait également des évaluations. Ces évaluations ont été faites par notre partenaire de recherche IFPRI et une évaluation à mi-parcours a été faite en interne pour améliorer nos activités programmatiques. Après l'évaluation finale, nous avons fait la diffusion des résultats dans le cadre d'un atelier qui a été organisé à Addis Ababa pour diffuser les résultats au niveau national et aussi pour avoir l'adhésion du gouvernement pour être sûr que la nutrition des adolescentes est incluse dans le plan du gouvernement dans d'autres régions telles que Afara, Amhara et autres, afin de partager les résultats de cette intervention. Et enfin, nous avons élaboré des documents sur les enseignements retenus. Pendant cette phase, nous avons fait notre mise en œuvre dans 59 écoles dans les régions SNN, PR et Somalie. Diapo suivante, s'il vous plaît. La phase suivante concernait l'adaptation et l'élargissement à d'autres régions dirigées par Alive and Thrive. L'élargissement a été soutenu par Alive and Thrive avec des ateliers d'élaboration de stratégies et de recherche de consensus pour encourager les choix alimentaires sains. Nous devons également adapter les programmes aux besoins de ces régions. Nous avons rationalisé et contextualisé le matériel CSC pour soutenir les formations et les structures de supervision. Désolé, nous n'entendons plus l'orateur. Apparemment, l'orateur n'est pas audible. Ah, il est revenu. On vous entend, docteur. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend maintenant. Désolé. Un problème de connexion. Et ce que nous avons fait est d'organiser un atelier de consensus pour comprendre pourquoi les consignes n'ont pas été suivies. Pendant cet atelier, nous avons conclu qu'il faut travailler avec les écoles. Il faut également s'adapter aux nouvelles régions en faisant de la rationalisation et la contextualisation du matériel CSC aux besoins de nouvelles régions. Nous avons également apporté un soutien aux formations et aux structures de supervision. Et nous avons également fait du plaidoyer. Nous avons utilisé différentes plateformes au niveau des écoles et les réunions de santé pour faire le plaidoyer afin que la nutrition des adolescentes soit inclue dans les plans. Nous avons également organisé des activités avec les fonctionnaires
pour montrer ce programme. Suite à cette expérience, ce partage d'expérience, les responsables ont pu donc apporter les documents nécessaires pour l'inclusion de ce programme dans les plans régionaux. Et 71 écoles supplémentaires à travers les 3 nouvelles régions ont été donc introduites dans le programme. Diapositive suivante. La dernière phase, la 3e de cette mise en œuvre, était l'expansion sous l'égide du gouvernement, qui pour nous était donc crucial si l'on voulait rendre durable l'impact de cette intervention. Au cours de cette phase, notre soutien était limité en termes d'assistance technique et se limiter au bureau régional de l'éducation. Au cours de cette phase, outre la contextualisation que nous avions menée dans la phase antérieure, nous avons voulu nous assurer que ces propositions étaient facilement acceptables par le gouvernement et pour ce faire, on a simplifié certains matériels didactiques. Et une chose importante qui a démontré l'engagement du gouvernement dans cette phase, c'était le partage des coûts par le gouvernement. Le gouvernement local avait alloué un budget pour la formation, pour certaines réunions de revue et certaines missions de supervision. Outre donc les niveaux sous-régional ou national en termes d'engagement et d'appropriation, Live and Thrive a travaillé au niveau national pour inclure l'apprentissage dans les ressources nationales relatives à la nutrition des adolescentes. Et l'on est à la phase finale d'élaboration de ces documents. Au cours de cette phase, nous avons réussi à ajouter quelques 280 écoles supplémentaires aux autres établissements. Et une dernière chose que nous avions faite, c'était de convaincre, ou plutôt d'assister les gouvernements régionaux, les administrations régionales, pour avoir une idée du coût des programmes annuels de nutrition des adolescents. Nous avons mené une analyse des coûts qui n'étaient pas tout à fait conventionnels et qui étaient directement liés au programme. Nous avons inclus les budgets pour les différents partenaires à la mise en œuvre, l'élaboration de matériel CSS, des coûts de formation, des réunions de revue et autres. Il y a eu donc cette évaluation des coûts qui a démontré que l'élargissement à d'autres écoles, à d'autres régions allait être beaucoup moins coûteuse que les phases initiales qui étaient soutenues par les bailleurs de fonds. Comme vous pouvez le voir, dans la toute première phase de mise en œuvre, les coûts pour une année sur une école étaient plus de 4 650 $, mais vers la fin, lorsque il y a eu des coûts de l'ordre de 1 000 $, soit 25% à peine des coûts de la première phase. Et pour ce qui est de la phase d'élargissement par le gouvernement, euh, on avait quelques 211 000 donc beurre éthiopien pour un année. Et vous pouvez donc voir combien les coûts baissaient lorsque une intervention était menée à partir de la plateforme du gouvernement et lorsque le gouvernement était chef de file dans l'intervention. Diapositive suivante. Donc,
On a eu les interventions, les résultats qui ont été analysés. La prochaine étape, c'est de procéder à une évaluation de la situation pour synthétiser les données probantes sur l'amélioration de la nutrition des adolescents dans différents contextes, chez les adolescents des différents âges, 9 à 10 ans, et également la différence en milieu rural. On envisage d'évaluer les facteurs influençant le succès des interventions en matière de nutrition des adolescents pour voir s'il fallait adapter aux propriétés locales et s'il fallait privilégier les interventions par le gouvernement ou par les partenaires. Mais il y a une initiative du ministère de l'Éducation visant à intégrer la nutrition dans les programmes de biologie dans les lycées. Live and Thrive travaille avec d'autres partenaires, en effet, pour soutenir le ministre de l'Éducation en vue de cette intégration de la nutrition dans les programmes de biologie pour que cela soit bien intégré dans le système. Voilà donc la fin. Je crois que maintenant, on va passer aux questions-réponses. En tout cas, je repasse la parole à Sandy. Merci beaucoup, Dr. Abdelaziz. Merci à tout le monde pour avoir partagé les uns et les autres les détails de la recherche, de l'intervention et de la transition vers l'élargissement par le gouvernement éthiopien. Nous allons donc passer aux questions-réponses. On a environ 25 minutes pour ce faire. Je crois que tous les intervenants doivent mettre leur caméra, leur vidéo en marche. Et si vous voulez poser des questions, mettez ça dans la boîte questions-réponses et nous allons commencer. Tina, je commencerai par toi. Une question a été posée, demanda si des suppléments de micronutriments étaient fournis ou de fer étaient fournis. Oui, on a examiné cela avec attention, on en a discuté avec les autres acteurs au niveau de l'équipe pays qui a étudié cette possibilité, mais en raison des contraintes budgétaires et des politiques actuelles et autres règlements, pour ce qui est de la distribution des suppléments dans les écoles, cela n'a pas été possible. Il a fallu limiter cela à l'éducation sur la nutrition, le counseling, essentiellement. Sunny, j'ai deux questions pour vous. Tout d'abord, comment était mesurée la diversité alimentaire minimale? Merci, Sandy. Au début de notre étude, on a ajouté donc ces éléments d'évaluation en leur demandant, posant des questions quant à leur exposition à des programmes. Et les adolescents s'étaient vus poser des questions sur la consommation des 10 groupes d'alimentation sur les 24 heures. Et cela comportait également des exemples d'aliments locaux. Lorsqu'on a voulu adapter le questionnaire à l'Éthiopie, la proportion de filles qui consommaient au moins 5 de ces 10 groupes d'aliments ainsi que le minimum de diversité alimentaire avait été utilisé pour et on avait également l'indicateur pour les femmes âgées de 15 à 19 ans, les filles de 15 à 19 ans pour ce qui est de l'inclusion des micronutriments. Pour ce qui est des éléments malsains, il y avait 4 catégories, à savoir disons, de la confiserie, des sucreries et des aliments trop salés. Et des exemples avaient été adaptés par rapport au questionnaire initial pour l'adapter à l'Éthiopie. En 2020, il y avait un travail qui avait été publié par des collègues sur l'alimentation des adolescents au Burkina Faso et l'on a enregistré que les adolescents
pouvaient donner des informations sur leur alimentation sans difficulté. Merci, Sani. En fait, vous avez répondu à la deuxième question par rapport donc, aux informations qui étaient fournies spontanément par les adolescents sans attendre que cela passe par quelqu'un d'autre. Quelles étaient les offres donc d'alimentation et comment est-ce que cela était lié aux interventions de Live Thrive? Malheureusement, dans les écoles où l'on a mis en œuvre nos programmes, cela n'était pas inclus au programme nutrition, disons, d'alimentation au niveau des écoles. Mais nous travaillons toujours avec les bureaux régionaux pour élargir donc les résultats et ces leçons au programme donc d'alimentation dans les écoles. Tammy, j'ai une autre question qui ressemble à celle-ci et elle est liée un peu à la toute dernière question. Est-ce que les vendeurs qui se trouvent dans l'école ou hors de l'école, qu'est-ce qu'ils vendent en général? Ceci pour savoir à quoi ressemble l'environnement des écoles et quel a été leur impact sur le régime alimentaire des élèves. La plupart des écoles ont donc des vendeurs d'alimentation, de produits alimentaires qui vendent surtout des sucreries, notamment pour ce qui est de la région Somalie. Dans certaines écoles, ils vendent des crèmes glacées, de la confiserie, des biscuits. Et oui, certains aliments plutôt gras. C'est le genre de produits alimentaires qu'on trouve au niveau des écoles. De manière générale, il n'y a pas tellement de choix pour les élèves qui n'ont pas beaucoup d'argent de poche et le peu qu'ils ont ne leur permet que d'acheter ces aliments sucrés. Encore une fois, cela s'applique également à SNNPR et par rapport à notre intervention, nous, dans la première phase en particulier de la mise en œuvre, notre intervention n'était pas particulièrement orientée sur l'influence à avoir sur les vendeurs au niveau des écoles. Et c'est après les résultats à la fin qu'on a reconçu notre intervention pour inclure les vendeurs de produits alimentaires autour des écoles, mais également l'administration locale, les parents. Mais dans la phase initiale, il y a eu beaucoup de mouvements aller-retour. On a essayé de convaincre les vendeurs, mais ils étaient plutôt réticents. Mais après quelques ajustements, on leur avait demandé d'offrir des fruits, des légumes et comme je l'ai dit, ils le faisaient pendant un certain temps, mais ensuite retourner aux produits, aux sucreries et autres qui étaient plus faciles à vendre pour eux. Mais aujourd'hui, nous avons dans notre reconception intégré les vendeurs, l'administration des écoles, les parents des adolescents, les adolescentes. Et dans cette nouvelle version, nous avons atteint un consensus autour de l'organisation de réunions régulières pour vérifier les performances des vendeurs. D'autre part, l'école a émis des règlements qui portaient sur l'offre de produits vendus autour de l'école en faveur d'une alimentation plus saine et l'on s'est fondé sur le retour d'informations obtenu auprès donc des vendeurs. Une question très rapidement, à savoir quelle a été la contribution des écoles dans cette nutrition des adolescentes. Alors, une des interventions
du ministère et de l'administration consistait à intégrer donc des parcelles de maraîchage dans les écoles. L'introduction de ces parcelles de maraîchage dans les écoles et à ce stade, lorsqu'il s'agissait donc de diversité alimentaire, ce qui était envisagé, c'était justement ces maraîchages à l'école qui qui est un moyen de démontrer euh, comment on peut obtenir des légumes, par exemple, pour diversifier le régime alimentaire. Merci, merci encore. Sani, est-ce que je peux rajouter quelques compléments à ce qui a été dit par rapport aux vendeurs dans le cadre de l'évaluation à l'arrivée, comme au départ en termes de référence? Différents aliments avaient été identifiés auprès des vendeurs. Moins de 60% des écoles avaient des vendeurs d'aliments dans les environs de l'école et 96% des écoles à l'arrivée avaient des vendeurs qui vendaient essentiellement des sucreries, des sodas, des aliments frits et donc l'environnement était très important par rapport au régime alimentaire. D'autre part, on n'a pas mesuré ce qui se rattachait à l'eau et à la sécurité. Or, l'accès à l'eau dans les environs de l'école était important pour ce qui était du maraîchage à l'école, parce que cela peut être un problème, mais cela ne faisait pas partie de cette intervention. Il y a eu des idées formidables qu'on a pu apprendre, tirer de ce travail initial pour le profit des interventions à venir dans le cadre de l'élargissement. Panima, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à l'environnement de l'alimentation et le marchage à l'école? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'environnement alimentaire des adolescents. Je crois que des questions intéressantes ont été posées dans le chat box. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas évalué l'impact de la consommation d'aliments malsains? Par exemple, je crois que il s'agissait d'une étude beaucoup plus restreinte et dans des environnements plutôt difficiles, difficiles pour la recherche, pour la conception et les ressources étaient limitées. Cela nous a empêchés de faire ce que nous faisions dans le cadre d'autres études au niveau Live and Thrive pour mener des études qualitatives, études de processus, la compréhension du contexte. Mais une de ces choses que nous avons apprises dans le cadre de l'examen des facteurs de succès, et c'est que, comme cela a été dit clairement dans la série The Lancet, qu'on va devoir aller au-delà de cet espace de l'intervention. Et par exemple, on se concentrait sur l'agencement du régime alimentaire et des normes sociales et de certaines choses qui se produisent dans l'environnement et dans le contexte dans lequel les aliments sont consommés, pas seulement par rapport à la disponibilité, mais comment est-ce que les facteurs qui ont une influence sur l'alimentation, tels que les moyens financiers disponibles. Et ce que l'on a trouvé à travers le monde, c'est que beaucoup de produits sucrés et autrement malsains sont juste une question donc de facilité. Et il faudrait qu'on travaille très dur et encore plus, même s'il le faut, pour revoir la compréhension qu'on peut avoir des facteurs structurels
donc de ces choix alimentaires. Il faudrait qu'on se penche davantage là-dessus. C'est formidable qu'on ait vu les possibilités d'élargissement de notre intervention et j'espère que dans le cadre de cet élargissement, on aura l'occasion de conforter les éléments factuels, soit avec Alliance Live ou d'autres partenaires. Et le gouvernement lui-même peut y arriver et la communauté travaillant autour de la nutrition, il trouvera là un agenda formidable si l'on veut comprendre le problème et intervenir de façon efficace. C'est formidable que d'avoir ces résultats parce que ce sont des rappels à ce sur quoi on doit se concentrer, notamment pour ce qui est des facteurs structurels au changement de comportement. Merci d'avoir soulevé la question des choix alimentaires des adolescentes. Je pourrais commencer par Dr. Abdelaziz, mais également donner la parole à d'autres parce que c'est une question très importante. La question que nous avons, en fait, quelles étaient les activités qui étaient utilisées pour ce qui est d'intégrer la nutrition au niveau des choix alimentaires des adolescents? Est-ce qu'il y avait une amélioration des pratiques alimentaires au niveau des adultes suivant cette initiative? Merci beaucoup. Question qui peut paraître facile, mais très difficile. Pour ce qui est des choix alimentaires de ces adolescentes, il a fallu donc au niveau des partenaires que les facteurs de changement de comportement ne s'arrêtent pas aux adolescentes seulement, mais à leurs parents, à leur communauté. Et on a utilisé différentes plateformes pour y arriver et inclure tout le monde. Certes, ce n'était pas comme cela, on s'y attendait, comme pour ce qui est par exemple de l'implication des pairs importants dans ce processus, surtout quand il s'agit d'améliorer l'environnement scolaire, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir donc l'intervention au niveau de la communauté et des détenteurs de l'influence au sein de la communauté. Nous avons essayé, mais peut-être que Tamrat aura peut-être des éléments techniques à rajouter. Merci. Dans des sessions, disons, d'encadrement, on avait ainsi l'occasion on pouvait donner l'occasion aux adolescentes d'avoir des discussions autour de leur choix alimentaire, d'avoir la confiance nécessaire pour avoir des discussions avec les parents. C'était l'occasion de discuter ensuite avec donc leur père, de la discussion avec leurs parents, des plans. Ils se décidaient ensemble de dire oui, je vais aller discuter avec mes parents pour discuter justement de certaines difficultés qui pouvaient être les leurs. Et lorsqu'ils se retrouvaient entre pairs, ils identifiaient des domaines dans lesquels il fallait insister davantage. Donc, ces séances étaient l'occasion d'être plus tranquille pour pouvoir tenir des discussions plus assurées pour avoir des discussions avec les parents. Et cela a amené les mères, par exemple, à se rendre compte qu'il y avait des changements dans le comportement de leurs filles et cela les amenait à avoir de meilleures dispositions lorsqu'ils se joignaient aux discussions pour un changement. Maintenant, avec le matériel qu'on leur fournissait, ça leur a permis de parler eux-mêmes des avantages d'une bonne alimentation, nutrition pour les adolescents. C'est tout ce que je pourrais ajouter à vous. Merci, Temrat.
vous avez signalé quelque chose qui est devenu évident, à savoir que les adolescentes devenaient des agents du changement avec le message qu'elles rapportaient à leur mère. Tina, auriez-vous quelque chose à rajouter sur ce thème des adolescentes comme agents du changement? Est-ce que vous... Oui, c'était délibérément qu'on avait cherché des voies et moyens de développer cette confiance en soi. C'était une occasion formidable. On a encouragé des questions, des réponses, plutôt que d'avoir des enseignements didactiques pour pouvoir laisser les adolescentes faire entendre leur voix. On a encouragé les enseignants à leur demander si elles avaient des contraintes, est-ce qu'ils comprenaient. On encourageait les enseignants à leur poser des questions sur les obstacles, les préoccupations pour pouvoir formuler leur expérience et faire entendre leur voix. Il y a eu des sessions qui étaient destinées à leur donner les moyens d'agir, à se poser des questions sur leur situation et à prendre en charge ce qui leur arrivait par rapport à leur poids, à leur apparence, leur santé. Et on a renforcé leur capacité à avoir des conversations avec leur père. Et donc, c'était une occasion de faire porter ces messages vers leurs parents. Et plutôt que ce ne soit les parents qui leur disent ce qu'il faut manger, c'était désormais ces filles qui étaient mieux outillées et avaient davantage de confiance en elles-mêmes qui parlaient à leurs parents. Donc, c'était juste des exemples. À vous. Nous avons une question qui revient à chaque fois qu'on parle de la nutrition des adolescentes, à savoir, qu'en est-il des adolescents, des garçons? Tine, est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose? Purnima, Dr. Abdulaziz? C'est une question excellente. Les garçons sont aussi affectés que les filles en matière de nutrition. On espère qu'en introduisant la nutrition de façon proactive dans les écoles, pour de meilleures pratiques alimentaires, que cela s'étendra aux garçons. Il y aura peut-être d'autres stratégies plus spécifiques qui seront nécessaires, mais la période de cette intervention était trop courte et on a dû se concentrer sur les priorités les plus pressantes. Et justement, la priorité, c'était la nutrition des adolescentes. Je crois que une des limites des restrictions, c'est qu'on ne pouvait pas se concentrer sur les filles qui étaient hors des écoles, qui sont tout aussi vulnérables. Nous espérons y arriver à d'autres occasions. Merci. Purnima, vous voulez ajouter quelque chose? Non, sauf pour reconnaître l'importance du travail qui doit être fait en matière de nutrition des adolescentes. Il y a eu une histoire, par le passé, on se concentrait sur l'impact des interventions qui ciblaient les adolescentes et cela était donc l'habitude, mais devant la plupart des difficultés que nous avons remarquées aujourd'hui, il va falloir peut-être l'inclusion de l'alimentation, des régimes alimentaires de tous et qu'il ne s'agisse pas seulement d'un groupe lié au genre et il faudrait donc élargir. J'espère voir la Ventrive étendre cela à d'autres groupes. Docteur Abdulaziz, le dernier mot avant qu'on ne conclue. Une question très importante. Un participant a noté l'implication impressionnante et quelle est la stratégie? C'est la question.
l'élargissement envisagé par rapport à la phase initiale. Merci. Merci pour cette question formidable. On avait prévu cela dès le départ, à savoir le renforcement du programme dans lequel le gouvernement s'inclut. Une chose importante est de distinguer ce qui peut être élargi de manière durable et toutes les interventions que nous sélectionnons sont à la lumière de ce facteur, à savoir qu'est-ce qui peut être élargi de façon durable. C'est pourquoi nous avons commencé par les plateformes existantes et le choix des voies et moyens les moins coûteux. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, merci à tout le monde pour être venu prendre part à ce webinaire. Merci à la Fondation Bill et Melinda Gates pour avoir financé une étude aussi importante. Et comme nous l'avons dit, nous vous enverrons les enregistrements et les diapositives dans les jours à venir. Nous avons eu quelques publications, ressources qui sont disponibles, certaines étant plus récentes que d'autres. Ils sont sur notre site Internet. Nous voulons les porter à votre connaissance. L'équipe de la communication est à féliciter pour des semaines de préparation de ce webinaire et je crois que c'est tout. Visitez notre site Internet. Nous vous souhaitons un après-midi agréable, une soirée agréable. Merci à tous. Thank you.